Lundi 24 mars 2025, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Sylvie Chaperon, professeure d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et Emmanuel Retailleau, professeur d'histoire contemporaine à l'IEP de Lyon, à l'occasion de la publication du livre collectif Histoire des sexualités en France, 19e, 21e siècle, aux éditions Armand Collin. L'ouvrage aborde les enjeux de la sexualité et rend compte des constructions historiques des normes, religieuses, juridiques, médicales, mais aussi de leur remise en cause et leur évolution. Il est également nourri des approches de genre qui ont inscrit la sexualité dans la fabrique culturelle et interroge les dominations et les discriminations entre les hommes et les femmes et entre les sexualités minoritaires et dominantes. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être là et d'être restés alors qu'on commence pas tout à fait à l'heure prévue initialement, pas tout à fait à l'heure prévue en deuxième lieu. Donc voilà, l'essentiel c'est qu'on soit toutes et tous là. Merci beaucoup à Sylvie Chaperon et à Emmanuel Retailleau d'être là pour présenter l'ouvrage qu'elles ont coécrit, mais on y reviendra un petit peu plus loin, d'histoire des sexualités en France, 19e, 21e siècle. Alors, je vais juste dire un mot de mes collègues et voisines que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui. Et puis ensuite, on reviendra sur les autres autrices de l'ouvrage, mais je vous laisserai le faire. Alors, Sylvie Chaperon, donc tu es historienne à l'université Jean Jaurès. Tu es spécialiste de l'histoire des sexualités, de l'histoire de la sexologie. Tu as notamment écrit un ouvrage sur les idées reçues sur le clitoris, coécrit avec Odile Fillot. Et tu es aussi historienne du féminisme, des féminismes, avec notamment la codirection du... Quand même, je le montre parce que je l'ai baladé pendant l'après-midi, donc c'est quand même un pavé, du dictionnaire des féministes avec Christine Barr, et puis évidemment aussi de Simone de Beauvoir, sur laquelle tu as beaucoup travaillé. Et donc, merci beaucoup d'être là. Emmanuel Retailleau, donc vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po à Lyon, et vous avez travaillé notamment sur l'histoire des stupéfiants, on peut dire, de la drogue. Oui, à l'origine, mais ouais, c'est par là que je suis venue à l'histoire d'une lesbienne, oui, puis des homosexualités, ouais, puis donc des sexualités. Et maintenant, j'ai un séminaire à Sciences Po Lyon sur l'histoire du genre et des sexualités. C'est ça. Voilà. Alors, cette figure donc lesbienne est aussi toxicomane, donc ça croisait vos intérêts. C'est Mireille Yavé. Voilà, c'est l'écrivaine Mireille Yavé, à laquelle je me suis intéressée à l'issue de ma thèse, donc sur les stupéfiants, et qui avait donc une sorte de double casquette, oui, à la fois donc lesbienne, garçonne des années 20, mais aussi consommatrice de drogue. Je n'insinue nullement qu'il y aurait un rapport automatique entre les deux, il n'y en a pas. Mais à travers elle, en fait, qui représentait une sorte d'étude de cas donc de la drogue de l'entre-deux-guerres, je me suis intéressée aussi à sa trajectoire lesbienne, à ce qu'elle écrivait dans son journal sur l'homosexualité féminine à l'époque, donc dans les années 1910-1920. Et puis donc de fil en aiguille, voilà, je me suis intéressée de manière plus globale à l'histoire de l'homosexualité, où j'ai eu un séminaire à Sciences Po Paris sur l'histoire des homosexualités. Et vous êtes aussi intéressée, c'est je crois dernier ouvrage, à la Parisienne. Oui, alors j'ai aussi effectivement étudié un stéréotype de genre à travers la Parisienne. Donc on vient juste de faire une journée là à Lyon dans le cadre de notre séminaire Femmes et genre sur les stéréotypes de genre, voilà. Et donc, c'était l'étude d'un stéréotype de genre, mais qui croisait aussi l'histoire des sexualités d'une autre manière, puisque c'est une figure de
la femme, d'un archétype féminin censé être représenté la sensualité, l'élégance, voilà. Et c'est donc plutôt la période depuis la Troisième Alors République. là, j'ai vraiment suivi le type des origines jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment transpériode là pour le coup. Comme l'ouvrage d'aujourd'hui, qui est quand même qui couvre une période large. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'écrire un ouvrage, une sorte de synthèse de l'histoire des sexualités? À quel moment on se trouve aussi dans l'historiographie de cette question? Et qu'est-ce qui manquait en fait aussi? Mais en fait, ça fait... ça marche là ? Ah oui, ça fait un petit moment qu'on a cette idée-là qui nous trotte dans la tête. Je sais pas, ça fait peut-être 10 ans, peut-être même un peu plus. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a conçu. Ça fait longtemps. Avec une équipe un petit peu différente à l'origine, puisqu'il y avait Régis Révenin, l'historien Régis Révenin, qui lui a travaillé sur l'homosexualité masculine et la prostitution masculine, avant de partir ensuite vers plutôt les sexualités juvéniles en fait de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis pour toutes sortes de raisons, ça s'est pas fait. C'est-à-dire qu'on se rencontrait régulièrement à Paris. Alors on avait des postes ou pas de postes d'ailleurs, parce que Régis n'en avait pas encore à l'époque. Et voilà, et on avait constaté qu'il y avait des manques. Alors avec Christelle Tarot, qui est donc spécialiste de l'Empire colonial, qui a démarré ses recherches sur l'histoire de la prostitution au Maghreb, en Algérie et plus largement, on avait fait un séminaire ensemble qui s'appelait « Approche historique des sexualités ». Alors, je ne me rappelle plus très bien la chronologie, mais ce séminaire a duré presque 10 ans. Et puis, quand j'ai déménagé à Toulouse, c'était un peu plus difficile à organiser. Avec Régis, on avait collaboré, et avec Christelle aussi, à un numéro de la revue Cahiers d'histoire sur les homosexualités européennes. Et puis, avec toi, on avait aussi collaboré à un numéro de la revue... Genre, Sexualité, Society, GSS, où on avait fait un numéro spécial qui s'appelait Eros Paris, un truc comme ça. Eros Parisien. Paris-Eros, oui. Voilà, sur l'histoire de la sexualité à Paris. Ouais. Et c'est à force de ces rencontres, on se disait, franchement, il faudrait qu'on fasse un ouvrage. Et puis, en fait, c'était toujours repoussé parce qu'il y en avait toujours l'un de nous qui ne pouvait pas. On était trop occupés. Et puis, il y a une sorte d'alignement de planètes. Je crois que c'est toi qui nous as relancés, d'ailleurs. Oui. Mais d'une certaine manière, heureusement, parce que comme c'est quand même un champ en plein développement et pour lequel la France a un léger retard, même si j'aime pas tellement utiliser cette notion, mais où effectivement le décollage est plus tardif que notamment dans les pays anglo-saxons, cette attente obligée s'est nourrie en fait aussi de nouveaux écrits en fait dans la période de latence, on va dire. En fait, l'historiographie, elle est très riche. Ce qui manquait, c'était une synthèse. Voilà. Et c'est ça qu'on a voulu faire. C'est une synthèse où on fait connaître et on s'appuie sur les travaux de nos collègues, de nos doctorants, des jeunes docteurs aussi qui renouvellent beaucoup le champ. Et en fait, ça n'existait pas, cette synthèse. Il y a un ouvrage qui avait été dirigé par Sylvie Steinberg, Presse universitaire de France, il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelait Une histoire des sexualités, je crois. Mais c'était transpériode, qui allait de l'Antiquité à nos jours. Et pas exclusivement français, d'ailleurs. Donc une approche beaucoup plus globale et vue de beaucoup plus haut. Et du coup, voilà, il y avait de quoi. Enfin, il y a encore de quoi, de toute façon. Oui, bien sûr. On pourrait faire un livre en 5 volumes, genre comme il y a eu pour l'histoire des femmes, ou comme il y a eu pour l'histoire de la vie privée, ou comme il y a eu pour l'histoire de la virilité. On pourrait très bien faire ça. Bon, je ne sais pas si on aura l'énergie de faire ça. D'ailleurs, tu oublies de préciser qu'on s'est battu avec l'éditeur pour obtenir plus de signes, parce que il voulait nous imposer un format assez restreint, et on s'est très vite rendu compte que ce serait impossible, malgré le fait qu'on ne parle que de la France, et encore pas de tous les aspects de la France, puisque on n'a pas réussi à intégrer une réflexion sur l'Empire colonial. C'est vraiment dommage. Alors c'est un peu dommage. Surtout qu'on avait une spécialiste sous la main. Christelle était dans l'équipe un peu pour ça. Et puis en fait, elle l'a réalisé en écrivant ses chapitres sur le 19e siècle. Dans la place impartie, elle ne pouvait pas développer au-delà. Et du coup, c'est vrai que ça a été un sacrifice un peu... on le regrette. Il y a très peu de choses sur les colonies, alors même que là aussi, l'historiographie est en plein essor.
Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des affluents particuliers qui ont nourri la rivière, parce que, par exemple, l'histoire de l'homosexualité, il y a longtemps, en fait, que ça s'est développé avec la thèse de Florence Tamagne et puis son livre sur l'histoire des homosexualités en France, en Angleterre. Voilà. Il y avait quand même les recherches d'Anne Marisson et d'Anne-Claire Rebriand sur des sexualités, disons, plus ordinaires, plus quotidiennes. L'histoire de la prostitution. L'histoire de la prostitution, Corbin, bien sûr. Qui est travaillé par l'historiographie de façon importante. Et puis tes propres travaux, voilà, l'histoire de la pensée médicale, de la sexologie, etc. Donc il y avait de nombreuses ramifications, de nombreux aspects spécifiques qui avaient déjà fait l'objet d'une bibliographie finalement déjà assez abondante. Mais comme tu le dis, il manquait une synthèse. Et puis du coup, nous-mêmes, ça nous a obligés à fouiller certains aspects qui nous semblaient importants, mais sur lesquels on n'était pas forcément très au point, comme l'histoire de la pornographie, par exemple. Voilà, ou l'histoire de la censure aussi, moi c'est l'histoire de la censure, un domaine que j'ai un peu et puis l'histoire aussi des réformes sexuelles. Moi, qui ai traité de la période de l'entre-deux-guerres, je me suis donc beaucoup documenté sur la Ligue de la réforme sexuelle, que tu connaissais, tous les projets d'émancipation, d'éducation sexuelle, qui sont souvent nettement plus anciens que tout ce qu'on pourrait croire. Et on s'est rendu compte que de proche en proche, de fil en aiguille, il y avait quand même énormément de choses à dire. Et puis parfois des recherches un peu isolées, un peu dans l'ombre, sur lesquelles il n'y avait pas forcément eu un coup de projecteur. Alors, ceci dit, il est quand même épais, notre livre, c'est plus de 500 pages, et l'éditeur a cédé. Parce qu'au départ, on avait beaucoup moins. Oui, on a gratté un certain nombre de sites. Pas mal obtenu en plus. Oui. Alors, on voit bien la place de cette historiographie, parce qu'il y a une bibliographie qui est énorme, qui est très très importante, qui est très utile, je pense. En cela, c'est aussi un outil pour les étudiantes et étudiants. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu, parce qu'on s'est rendu compte aussi, tout simplement, en préparant des cours, puisque l'histoire des sexualités, et bien sûr l'histoire des femmes et du genre, mais plus spécifiquement sur les sexualités, c'est quand même des choses qui se développent. Il n'y en a pas partout, mais enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui, dans un cours d'histoire générale, sont amenés à en parler. Et en fait, ce genre de synthèse, c'est bien commode, malgré tout, pour préparer ce type de cours. Vous avez aussi identifié des domaines qui, peut-être, n'étaient pas encore tellement, ou en fait, ont été tardivement travaillés. Parce que vous évoquez notamment la question des inégalités dans l'historiographie vis-à-vis donc des questions LGBTQI+. Qu'est-ce qui vous a semblé être moins abordé dans les travaux actuels ? C'est sûr que l'histoire de l'homosexualité, elle est beaucoup plus développée pour les hommes que pour les femmes. Donc l'histoire du lesbianisme est en retrait, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup maintenant. Et puis, je dirais, l'histoire des autres minorités sexuelles, entre guillemets, je reprends un peu la terminologie de l'époque, l'histoire en particulier des personnes transsexuelles, il y a peu de travaux. Alors, il y en a en langue anglaise, mais en français, il y en a peu. L'histoire des sexualités dans l'art, on a peu abordé ça. Bon, il y a une belle couverture quand même sur l'ouvrage, mais on a peu abordé ça. C'est un champ qui se développe beaucoup. Tu parles des représentations. Des représentations. Parce que représentations ou des... Les milieux artistiques, en fait, on est presque obligatoirement amené à en parler pour le 19e et l'entre-deux-guerres, tout simplement parce que ce sont des milieux qui ont souvent des modes de vie plus bohèmes, plus libres et moins corsetés que le reste de la société. Donc souvent, ce sont eux qui jouent un peu un rôle d'avant-garde et aussi de témoins. Parce que justement, Mireille Havet, c'est quand même donc écrivaine, fréquentant les milieux artistiques parisiens. Elle a quand même une liberté d'expression et de ton qu'on ne retrouve pas à la même époque dans des journaux de jeunes filles. Donc c'est bien parce qu'elle appartient à cette avant-garde littéraire et artistique. Alors c'est ça, on a parlé des écrits et des écrits littéraires parce qu'effectivement c'est une voie pour exprimer un peu des sexualités un peu marginales. Mais la peinture par exemple, ou la sculpture, on pourrait, et ça se fait beaucoup maintenant, analyser les tableaux, les peintures, les performances, les œuvres depuis ce regard de l'histoire de la sexualité. Bon, mais ça on l'a pas fait. Oui, parce que les représentations de l'acte homosexuel, par exemple, c'est vraiment dans les années 20,
30 que ça apparaît. Même si c'est encore un peu sous le manteau. Alors, il faut dire qu'on n'est pas historienne de l'art, donc c'est aussi... Vous avez évoqué, utilisé le terme de sexualité au pluriel, de sexualité au singulier. Comment est-ce que vous définissez, vous le faites un peu dans l'introduction précisément, que recouvre cette histoire des sexualités? Parce qu'il y a les pratiques, il y a les représentations, vous venez de le dire. Il y a les normes, il y a les contestations des normes. Oui. Alors, et on a d'ailleurs retracé l'histoire du mot sexualité, qui apparaît dans les années 1830 en France, avec une conception assez large finalement, puisque ça concerne à la fois les différences qu'on appelle aujourd'hui de genre, mais qui à l'époque ne sont pas vues comme étant culturelles, mais bien naturelles. Ça regroupe aussi tout ce qui est reproduction, fécondité, et puis ça regroupe aussi les pratiques sexuelles. Donc ces trois termes-là sont complètement soudés dans le mot sexualité tel qu'il apparaît en 1830. Et c'est un travail justement de pas mal d'intellectuels, mais aussi de contestataires ou de mouvements sociaux, que de dissocier les différentes composantes de la sexualité. Et c'est pour ça qu'on peut hésiter. Soit on prend le terme sexualité, ça va être très large, un terme parapluie, soit on prend le terme les sexualités pour bien montrer qu'il y a eu justement à l'intérieur de la définition de la sexualité des divergences pour mettre l'accent sur ce qu'on a appelé un temps les minorités sexuelles. Toujours sur le terme, même si ça nous fait faire un bond dans le livre, c'est pas très chronologique, mais dans la conclusion, vous dites qu'il y aurait une forme de crise du concept actuellement de sexualité. Comment ça s'explique? C'est Catherine qui le dit. Oui, c'est Catherine qui le dit. Alors j'avoue que je ne me souviens plus très bien. Ah, c'est vrai qu'on n'entend pas. Oui, là on t'entend là. Ouais, là c'est bien. Oui, il faut que je le mette plus près. J'avoue que je n'ai pas relu la conclusion de Catherine. Ce qu'elle sous-entendait sans doute par là, c'est que peut-on avoir encore un terme uniforme quand les normes sont de plus en plus contestées, les normes sont de plus en plus fragmentées, Et puis aussi que la notion même de sexe anatomique est quand même questionnée. L'idée d'un sexe biologique parfaitement stable et clairement identifiable. Et d'une division en deux et seulement deux. Voilà. Donc ça renvoie à tout ça. Avec aussi la mise en question des sexualités normées. Le mouvement queer, c'est pas seulement l'idée qu'il y aurait des sexualités autres ou bisexuelles ou homosexuelles, etc. Mais c'est aussi l'idée de sexualité, le chemsex, le sexe non génital. Enfin voilà, une sorte d'explosion ou de recul constant des limites qui fait que l'idée qu'on peut se faire des sexualités aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la vision extrêmement simple, resserrée et binaire qui a longtemps été dominante, voire exclusive. On n'avait pas trop parlé de Catherine, justement, dans la présentation, puisque c'est écrit quand même à 4... C'est vrai, parce qu'au départ, donc, c'était Régis Revenin qui était associé. D'ailleurs, il avait signé le contrat avec nous. Et puis, il s'est rendu compte, parce qu'il est devenu chargé d'égalité dans son établissement, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus le temps. Alors, nous, on était quand même bien embêtés, parce qu'avoir un contrat signé, démarrer le travail, et puis un coéquipier qui nous lâche, c'était embêtant. Et Catherine Deschamps a accepté, mais vraiment au pied levé, sans avoir beaucoup de temps pour rédiger, a accepté de prendre les 3 derniers chapitres, donc des années 80 à nos jours. Et bravo pour alors, cette... Oui, c'était finalement le hasard à l'origine, mais un hasard qui a bien fait les choses, parce qu'elle est quand même anthropologue de formation. Et puis pour le coup, elle a vraiment travaillé beaucoup plus que nous, et même que Régis, sur les sexualités contemporaines. Donc ça nous permettait vraiment de faire la jonction. Alors après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence de regard, une différence de manière de faire, que nous autres historiennes de formation, on reste très attachés à la chronologie, à la périodisation. À la périodisation. Alors que, pour les anthropologues, c'est oui. Voilà, donc. Certains aspects de sa partie ont pu presque nous désarçonner dans ses choix, mais je pense que c'est quand même une richesse du livre maintenant.
Oui, et sans doute pour rester dans les généralités sur l'ouvrage, il nous a manqué, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, il nous a manqué un temps d'harmonisation. On avait déjà repoussé les délais en fait, on a augmenté le nombre de signes, on a repoussé les délais, mais au bout d'un moment l'éditeur nous a dit non, maintenant il faut sortir. Et on s'est relus, mutuellement, on a annoté les chapitres des autres, mais je pense qu'un temps d'harmonisation supplémentaire aurait été nécessaire. Bon, voilà, c'est pas non plus gravissime. C'est la difficulté d'écrire à 4, c'est jamais une osmose complète. C'est à la fois une richesse et une limite. Alors, dans l'ouvrage, vous suivez en fait une chronologie assez classique de grandes scansions de l'histoire générale qui se retrouvent dans les 3 grandes parties du livre. Donc, une période qui a un large 19e siècle jusqu'en 1914, ensuite d'une guerre à l'autre, donc voilà, et puis ensuite 45 à nos jours. Est-ce que ça veut dire que nécessairement ces scansions-là, elles collent avec l'histoire des sexualités? Et est-ce que, alors je crois qu'il est quelque part question de hockey dans la chronologie et d'espèces d'aller-retour qui en fait enlèvent aussi une dimension linéaire à cette histoire des sexualités. Mais voilà, est-ce que ça coïncide exactement? C'est un peu par commodité en fait, c'est un peu par commodité de respecter ces grandes ruptures, d'autant que finalement on le voit bien. Ni la Première Guerre mondiale, ni la Seconde Guerre mondiale n'ont entraîné des révolutions fondamentales dans le domaine de la sexualité. Alors bon, on peut toujours... mais il y a de fortes continuités en réalité entre l'avant et l'après-guerre. Donc moi je dirais que c'est plus par commodité qu'on a opté ça, mais aussi dans nos chapitres on montre d'autres dates, alors qui ne sont pas des grandes dates pivots qui permettent de dessiner un plan, mais d'autres dates qui se révèlent importantes. Alors pas pour tous les domaines, mais pour certains domaines. Oui. Oui, bien sûr, je suis globalement d'accord avec toi. Mais je pense que pour le 19e siècle, on aurait pu distinguer de 2 moments quand même. Des années 1800 jusqu'aux années 1860 à peu près. Et puis quand même la fin du 19e siècle, la Belle Époque, c'est quand même vraiment autre chose malgré tout. Et je ne sais pas pourquoi on a cette perception extrêmement statique du 19e siècle, alors que s'il y a un siècle où tout à coup les choses s'accélèrent et mutent, c'est bien celui-là. Donc voilà. Et puis pour ce qui est donc de la période de l'entre-deux-guerres, alors tu as raison de dire qu'effectivement les guerres n'entraînent pas mécaniquement des révolutions, surtout pour la seconde, où il y a plutôt un phénomène de retour de bâton et où les années 50 se révèlent finalement assez conservatrices. Mais en revanche, il y a bien quand même des ruptures brutales liées à l'événement en fait. Là, le temps se resserre et par exemple, notamment pendant la Première Guerre mondiale, la séparation des couples, l'expérience de sociétés non mixtes au front, la gestion de la sexualité en temps de crise, enfin tout ça, ce sont des enjeux durant lesquels l'événementiel reprend ses droits en fait à ce moment-là. Et même si finalement ça n'a pas forcément d'effet à long terme, les étudier en tant que tel, c'est intéressant. Et puis pour la période des années 20-30, j'ai vraiment essayé de montrer que, oui, dans les années 20, il y a vraiment de la nouveauté. On parle plus de les modes féminines changent, les comportements changent, l'homosexualité est beaucoup plus visible, etc. Mais les comportements les plus conformistes et les plus conventionnels reprennent aussi leurs droits. Et puis c'est une société qui est travaillée par le deuil, il y a énormément de veuves, etc. Donc c'est pas du tout forcément les années folles comme on les imagine. Et à contrario, dans les années 30, il y a effectivement la crise, le corps social se referme de nouveau et redevient plus conservateur, mais il y a des évolutions qui continuent à travailler de manière souterraine. Et c'est pas un retour au statu quo ante. Les couples des années 30 ne vivent pas leur sexualité de la même manière que ceux des années 1870 ou encore même 1900. Et Anne-Claire Rebriand fait le même constat pour les années 50, en fait. Ce sont des années globalement conservatrices. Tu parles des années de la guerre froide du sexe. Donc là, on a la jonction entre la périodisation traditionnelle et notre sujet. Mais en même temps, la jeunesse de 1945 ou de 1950, c'est pas la même.
que celle de 1900 ou de 1920. Elle a plus de droits, plus d'envie, elle est plus prête à remuer dans les brancards. Donc voilà. Donc ces chronologies différenciées, elles jouent de manière discordante, et c'est très intéressant. D'ailleurs, pour des historiens, d'associer ces tempos différents. Peut-être, puisque vous disiez que les couples ne vivaient pas leur sexualité de la même manière, ou les jeunes, etc., ça pose la question de savoir comment est-ce que vous documentez en fait ces aspects-là, et à partir de quelles archives, de quelles sources vous pouvez écrire cette histoire des sexualités. Anne-Marie Zonne a déjà commencé bien avant à utiliser notamment les archives judiciaires. Alors, pas forcément des archives judiciaires qui concernent des questions de sexualité, mais par exemple sur le divorce, il peut y avoir des divorces ou des séparations de corps qui sont motivées par des questions sexuelles. Et donc, les archives judiciaires permettent souvent de pénétrer et d'avoir des détails sur la sexualité du tout venant. Après, il y a évidemment les correspondances, et là, sur la Grande Guerre, on a un flot d'archives continu. Il y a la littérature qui peut évoquer évidemment toutes ces questions-là. Il y a la médecine. Les médecins prétendent être, depuis la fin du 19e siècle, les spécialistes de la sexualité et de la bonne sexualité, et que certains font des enquêtes auprès de leur clientèle et posent des questions. Mais globalement, les enquêtes telles que on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut s'appuyer sur la sexualité, ça date des années 1970 pour les premières. Donc ça, en France. En France. Donc ça, effectivement, on ne peut pas disposer de la même type de source pour les périodes antérieures. Oui, de toute façon, c'est un livre de synthèse, donc on s'est appuyé sur les historiens, et d'ailleurs surtout les historiennes, qui ont travaillé déjà sur ces sujets, et qui, avant nous, se sont posé la question des sources. Donc effectivement, Anne-Marie Zonne, dont la thèse est pionnière de ce point de vue-là, parce qu'elle a fait quand même une étude des comportements intimes, et donc notamment sexuels, à partir d'archives judiciaires, et donc de conflits, de répression, avec tout un appareil méthodologique pour expliquer comment elle pouvait en tirer le maximum. Et puis pour la Grande Guerre, par exemple, effectivement, les correspondances éditées et étudiées par Clémentine Vidal-Naquet. Mais justement, moi, pour ma période, j'ai aussi utilisé le journal de Mireille Havet, née en 1898, morte en 1933, et qui a tenu son journal intime de 1913 à 1929. Donc journal retrouvé de manière miraculeuse, et ce sont ces écrits intimes qui nous font pénétrer au plus près des expériences et du vécu, et par définition leur production a été inégale selon les milieux sociaux, selon les possibilités de chacun d'écrire et de se décrire, mais aussi le caractère aléatoire des conservations et des découvertes. Donc ça, on est tributaire de ce qui est resté en termes de sources, d'archives. Et Anne-Claire Rébriand, dont tu parlais tout à l'heure, elle a étudié effectivement les journaux intimes d'hommes et de femmes de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 80. Et elle dresse ainsi une évolution. Elle remarque notamment que dans ces journaux intimes, la sexualité qui était absente complètement jusque la deuxième moitié du XXe siècle, commence à émerger. C'est-à-dire que ça devient pour celui qui écrit son journal intime un enjeu que de se pencher sur sa propre sexualité. Ce qui n'était pas le cas dans les journaux intimes, en tout cas féminins. Il faut bien préciser, parce que les hommes avaient une liberté de ton bien supérieure, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là aussi, on s'est beaucoup appuyé sur son étude. Elle a travaillé à partir des journaux intimes conservés à l'Association pour l'autobiographie qui avait fondé Philippe Lejeune il y a quelques décennies. On a une idée de la variété de ces sources, de ces documents dans le livre, puisque vous donnez aussi des extraits, des documents en entier. Et on voit notamment beaucoup émerger, surtout pour la partie, donc à partir des années 60, que tu écris, je crois. Donc il y a beaucoup de documents qui sont des documents iconographiques. Donc vous regarderez, et on voit aussi, probablement ça en dit beaucoup sur la place des sexualités, c'est-à-dire qu'elles s'affichent désormais. Donc
Oui, ça a été une grande frustration parce qu'on aurait aimé en mettre beaucoup plus. Ce sont quand même des archives souvent assez savoureuses ou terribles d'ailleurs, parce que ça peut aussi, sexualité, c'est aussi la violence, l'injustice. Mais Anne-Claire Rebriand justement a fait une version grand public de son ouvrage qui s'appelle Dire et faire l'amour, qui est un beau livre avec beaucoup d'illustrations où sont reproduites des lettres, etc. Ça, c'est très plaisant à lire, hein, et souvent très émouvant d'ailleurs. Hein. Et alors oui, nous on a insisté pour qu'il y ait des documents à chaque chapitre, notamment parce qu'on a pensé aux profs tout simplement, hein, aux profs du secondaire, mais aussi les profs du supérieur, qui n'ont pas forcément de documents pour faire travailler les étudiants sur ces questions-là. Donc voilà, on en a mis 3 ou 4 par chapitre. Oui, c'est sûr que ça a été une sélection assez difficile à faire. Mais d'ailleurs, à mon avis, pour le public, c'est quand même un enjeu de découverte important, parce que je pense qu'on a souvent une vision assez schématique en fait de la sexualité. L'idée que oui, avant les années 50, tout le monde était extrêmement pudibond, on n'en parlait pas, alors que justement les archives et l'histoire révèlent quand même un nuancier beaucoup plus varié. Vous écoutez Sylvie Chaperon et Emmanuel Retailleau à la librairie Ombre Blanche le lundi 24 mars 2025, deux des autrices du livre collectif Histoire des sexualités en France, 19e, 21e siècle, paru aux éditions Armand Collin. Alors justement, pour avant, il y a cet avant du 19e siècle qui est un mélange en fait, hein, dans la présentation que vous en faites, entre un siècle marqué par le poids de la morale et du religieux, et en même temps une période de grande ouverture. Alors évidemment, c'est aussi parce que ce 19e siècle, il est compris dans une très grande ampleur chronologique. Est-ce que ces évolutions, comment elles s'accrochent aux évolutions politiques? Je pense par exemple à un texte qui est central, c'est le Code civil. Mais bon, il reste quand même en place bien au-delà du règne de Napoléon. Et en quoi les facteurs socioculturels jouent-ils dans cette histoire-là? Et vous évoquez l'urbanisation, le développement des sciences. Alors bien sûr, je me tourne aussi vers Sylvie pour la question du rôle du discours de la science et des médecins dans une période qui est quand même aussi marquée par le scientisme. Qu'est-ce qui va en fait être déterminant dans cette histoire des sexualités pour cette période-là? Moi, je pense que le 19e siècle, c'est un siècle particulièrement discordant et très, très, très évolutif, et tout particulièrement en France, puisque l'histoire politique de la France au 19e siècle est quand même très, très, très heurtée, hein, avec une succession de régimes. Ils sont tous effectivement dominés par une représentation assez, on va dire, patriarcale des sexualités, mais il y a quand même un événement fondateur en France à partir de cette période, c'est la Révolution française, qui n'est pas spécialement libérale du point de vue des sexualités, qui a même une conception des rapports hommes-femmes et de la famille idéale qu'on jugerait aujourd'hui assez conservatrice, mais qui taille quand même une brèche déjà dans le sentiment religieux. C'est quand même un événement assez anticlérical, et qui cherche en tout cas à mettre à distance la religion, les religions constituées et les dogmes religieux. Et puis, ça dégage quand même une élite sociale, malgré après les retours de bâton, la Restauration, etc., une élite sociale masculine, mais qui est en partie assez libre de mœurs en fait. Et qu'on pourrait dire, pour une partie d'entre elles, voltairienne, enfin qui n'obéit plus aux dogmes religieux, etc., et qui a parfois un comportement, qui a souvent, notamment dans les grandes villes et tout particulièrement à Paris, un comportement assez libre du point de vue sexuel, alors qui se paye bien sûr d'une très grande inégalité entre hommes et femmes, d'une subordination des femmes, et même parfois d'une misogynie tout à fait explicite. Qui reste hétéronormé, on dirait aussi aujourd'hui, mais qui me semble quand même dans les représentations, dans les valeurs, dans les sensibilités, plus libre que l'équivalent dans d'autres pays. Et tout particulièrement en Angleterre, qui reste quand même marqué, là, pour le coup, par ce qu'on va appeler la société victorienne. Mais c'est un terme qui ne me semble pas convenir pour la France.
Et même si, évidemment, le poids du religieux fait retour, et de manière très marquée dans certaines régions, pas très loin de Bétarame, on va dire que ça continue quand même à jouer sur la longue durée. Voilà, il y a des poches de liberté ou de semi-liberté qui, sur le plan sexuel, et qui ont pu concerner aussi, de manière plus restreinte, des groupes de femmes ou certaines individualités féminines. C'est peut-être pas un hasard quand même si George Sand, voilà, c'est un personnage qui émerge en France, et son parcours, quoique heurté, elle pouvait pas divorcer, elle a subi la violence de son mari, enfin c'est quand même, voilà, ça reste une vie extrêmement difficile, mais la jeunesse de George Sand, c'est quand même intéressant du point de vue de l'émancipation féminine et d'une certaine liberté féminine. Et sa vie amoureuse. Et sa vie amoureuse, tout à fait, voilà. Et il faut rappeler quand même que la Révolution française a aboli le crime contre nature de la sodomie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'énorme, si on remet ça à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du temps long. Oui, l'homosexualité n'est pas réprimée en tant que telle en France au 19e siècle. Ça sort du corps pénal. Ça sort du corps pénal. Donc, il y a une homophobie, je dirais, de nature socio-culturelle. Les relations homosexuelles peuvent être atteintes à travers notamment le délit d'outrage à la pudeur, qui quand même continue à jouer à plein. Mais voilà, les mœurs sont quand même un tout petit peu moins corsetées qu'à l'échelle de l'Europe. Voilà. Après, il y a aussi la prostitution réglementaire, enfin institutionnalisée. Et qui va faire modèle pour le reste de l'Europe, pour le coup. Et l'histoire politique est très importante en France. Bon, la Révolution française le montre, mais les autres révolutions aussi. C'est-à-dire que les années 1830-1848 vont voir des mouvements contestataires qui portent aussi sur l'histoire de la sexualité, notamment parce que ça va mettre le couple au centre de la pensée de la société. Le couple devient l'unité de base chez les Saint-Simoniens notamment, et avec une vision aussi d'un couple égalitaire et d'un amour fondé, d'un mariage fondé sur l'amour, et donc de plus en plus la promotion de l'union libre, du divorce bien sûr, mais aussi de l'union libre, tant voilà, l'union ne doit durer que le temps où dure cet amour et doit disparaître, cette union doit disparaître ensuite. Et les Saint-Simoniennes sont les premières féministes. Enfin, bien sûr, on ne va pas trouver l'année zéro du féminisme, il y a toujours des antécédents, mais enfin, c'est les premiers groupes organisés à avoir quand même une conscience féministe assez aiguë, y compris dans le domaine de la sexualité. Claire Desmarres réclame le droit à essayer son partenaire avant de l'épouser ou de se mettre en couple. Donc les soubresauts politiques, comme tu disais, agissent aussi dans l'histoire de la pensée sur la sexualité, mais aussi dans l'histoire des revendications sur la sexualité. Oui, non, juste pour les Saint-Simoniennes, c'est aussi peut-être parce qu'il y a un écart entre l'idéal qui est prôné par les Saint-Simoniens, enfantins, etc., et puis la réalité, en fait, de la situation des femmes qui se retrouvent quand même plutôt exploitées. C'est pour ça qu'elles sont féministes. C'est qu'elles se rendent compte qu'il n'y a absolument pas d'égalité dans le mouvement qui se veut à l'avant-garde de ces questions-là. Et oui, et puis par ailleurs, la sexualité s'exprime aussi à travers les représentations culturelles. Là, on retombe sur ce que tu disais, sur effectivement le petit déficit en histoire de l'art, mais la sexualité se parle au moins de manière voilée et indirecte à travers la peinture, le dessin, les chansons, les arts de la scène. Et de ce point de vue, la production culturelle française, elle est quand même assez, là encore, assez libre. Elle joue un peu au chat et à la souris avec la censure, notamment sous l'Empire, sous le Second Empire. Mais il y a quand même une tradition un peu gauloise, paillarde, coquine, grivoise, qui s'exprime de différentes manières et qui va croissant avec le siècle. Si vous prenez la société de 1900, la Belle Époque, c'est quand même, on a finalement des expressions culturelles qui sont parfois assez lestes. Et puis il y a toute une littérature polissonne, voire pornographique, qui circule plus ou moins sous le manteau. Mais à partir de la il faut dire que la France censure très peu.
Là, surtout à partir de la Troisième République, mais même à la fin du Second Empire, ils ont un peu jeté l'éponge, quoi. De toute façon, à partir de la loi sur la liberté de la presse de 1881, il y a quasiment plus de censure qui s'exerce sur la pornographie. Donc c'est vrai que la France devient presque une terre de libre création en matière d'érotisme. Hein. Et sur les médecins, alors, leur rôle dans le discours sur les sexualités? Alors oui, alors moi je me suis effectivement consacrée surtout à la période de la guerre froide, des années 50 et 60 et 70. Déjà à la fin du 19e aussi, Mais voilà, j'ai fait un chapitre sur les médecins, sur le 19e, où je montre le poids croissant que prennent les médecins dans l'édiction des bonnes normes de la bonne sexualité. Mais pas seulement. Parce que pour eux, et comme je l'avais dit en définissant le terme de sexualité tel qu'il était apparu, pour eux, la sexualité, c'est forcément le genre aussi. C'est ce qu'on appelle, nous, le genre aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le masculin et le féminin. Il n'y a pas de sexualité s'il n'y a pas du masculin et du féminin. En fait, la sexualité, elle est profondément l'hétérosexualité, parce que c'est lié à la vision de la reproduction. Alors, si je puis me permettre, il constate quand même que parfois ça marche pas comme ça, mais il l'interprète en termes de déviance ou de perversion. C'est bien pour ça qu'ils appellent ça des dégénérescences. C'est que pour eux, ça n'est pas pensable en termes de normalité. Et donc voilà, ils vont à la fois se démarquer de la religion, et notamment ils vont mettre en avant le plaisir sexuel, y compris pour les femmes, et ça c'est un rôle important qu'il faut leur donner. Ils sont les avant-gardes de l'érotisation du mariage. On parlait effectivement, on peut pas parler de période victorienne pour la France. Il y a tout un travail pour que le couple ne soit pas une histoire d'affaires seulement et d'héritage et d'association entre des terrains, des affaires, etc. Mais pour que le couple soit fondé sur le mariage. Et ça, les médecins jouent un très grand rôle là-dedans, parce que pour eux, le couple, c'est avant tout l'amour et l'hétérosexualité. Donc, y compris le plaisir sexuel des femmes, pour eux, c'est important. Par contre, ils vont définir ce qu'est la bonne sexualité, et tout ce qui n'est pas hétérosexualité, et même peut-on dire hétérosexualité conjugale investie dans la longue durée et à visée reproductive quand même, c'est là où il s'éloigne pas tant que ça de la religion, va être qualifié de pathologie. Et le discours, il est différent de la religion, parce que la religion parlait de crimes contre la nature, donc quelque chose qui était une atteinte à l'ordre divin. Les médecins, ce sont des pathologies, des dégénérescences, et c'est le catalogue des perversions qui est inventé à la fin du 19e siècle, avec tout le vocabulaire qu'on continue d'ailleurs d'utiliser aujourd'hui, qui est créé, parce que voilà, tout ce qui s'écarte de cette norme hétérosexuelle, conjugale et reproductive est qualifié de perversion. Alors, ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'homosexuels, qu'il y a beaucoup de... Et d'ailleurs, ils les font exister d'une certaine manière. On parlait des sources. Beaucoup de pervers, je reprends le terme, vont écrire à des médecins, notamment pour essayer de faire changer les discours. Et les médecins, ils récupèrent ça comme des cas cliniques, en fait, qu'ils ont observés, et ils les mettent dans leur littérature. Et cette littérature, finalement, ne fait que multiplier les cas de perversion et les faire connaître au grand public, Oui, donc pour prolonger ce que tu viens de dire, parce qu'à la fin du 19e siècle, et notamment sous l'exemple de Richard von Krafft-Ebing, se développe la mode, ou plutôt la pratique scientifique des études de cas, qui sont de plus en plus développées, notamment sur le terrain de la sexualité. Et donc, avec ces études de cas, on a des récits de vie, mais aussi des descriptions assez poussées de pratiques sexuelles qui n'existaient pas pour les périodes... Alors, au départ, elles sont traduites en latin, d'ailleurs. Oui. Tout ce qui est sexualité très détaillée, ça reste en latin, comme dans les pénitentiels de l'Église, d'ailleurs. Et puis, petit à petit, effectivement, des vulgarisateurs vont prendre un malin plaisir de traduire en langue vernaculaire tous ces... Il y a quand même une pornographie médicale. Une pornographie médicale. Sous couvert de médecine, on dit beaucoup de choses, et du coup... oui, mais alors ce que je voulais juste préciser ou rappeler, c'est que effectivement, le ton des médecins est souvent sévère et à nos yeux, on dirait homophobe, parce qu'effectivement, ils analysent ce type de pratique sexuelle en termes de déviance ou de dégénérescence. Mais en fait, ils ont des patients qui leur écrivent pour leur dire « Merci docteur de m'avoir écouté, merci docteur
hauteur, de parler de moi, de ma vie, et il y a quand même une parole de la sexualité qui advient pour la première fois. C'est ça, c'est le paradoxe de ces personnes qui sont à la fois étudiées comme des insectes, hein, comme des cas cliniques, mais en même temps, il y a une forme de reconnaissance qui passe par là. Et donc, on est parfois surpris de voir à quel point... alors, ce sont beaucoup des homosexuels plus que les autres perversions, hein, je reprends là encore des guillemets, évidemment, qui vont écrire aux médecins parce qu'on parle d'eux. Voilà, on parle d'eux, et donc c'est effectivement une reconnaissance de leur existence, alors même qu'elle se fait quand même par la pathologisation. C'est un paradoxe. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que si le rôle des médecins devient si essentiel, c'est aussi parce que la sexualité se déroule sous la peur des maladies vénériennes, et tout particulièrement de la syphilis. Donc, ils ont aussi un rôle à jouer dans la prévention, et un rôle croissant, puisque c'est l'ère des médecins, enfin voilà. Et que les thérapies, ça s'améliore progressivement. Voilà. Donc effectivement, les médecins sont amenés à jouer un rôle toujours plus important en matière de sexualité. Alors, on a déjà un petit peu évoqué le rôle des guerres tout à l'heure, mais il y a quand même des éléments, par exemple, sur l'articulation entre l'expérience personnelle et de la guerre et les discours publics, l'encouragement à être un bon patriote, à être un héros, etc. Et ça rentre en contradiction avec ce qu'on peut voir dans ces correspondances qui ont été étudiées et qui évoque, alors il y a un petit extrait notamment d'une correspondance qui est publiée par Clémentine Vidal-Naquet, où on aborde quand même la question de la sexualité, du manque, de l'éloignement, du désir. Qu'est-ce que précisément la guerre fait à la sexualité des couples qui sont séparés, puisque effectivement plutôt dans quelque chose qui est vu comme le modèle de la sexualité hétérosexuelle et conjugale? Oui, alors c'est moi qui ai eu à prendre en charge les deux guerres mondiales, événements évidemment tout à fait passionnants en général et sous l'angle des sexualités en particulier. Alors évidemment, elles n'ont pas du tout la même structure, hein, et pas du tout les mêmes effets, mais dans les deux cas, c'est vraiment l'ère des contradictions en fait, parce que d'un côté, effectivement, on a des pouvoirs publics qui sont obligés de prendre en charge la sexualité, ne serait-ce que des soldats, mais aussi la sexualité des femmes qui restent à l'arrière, qu'il faut même éventuellement surveiller, dont il faut surveiller potentiellement les adultères ou les relations avec l'ennemi dans le cas pour la Deuxième Guerre mondiale de l'occupation. Donc tout ça est quand même très très compliqué. Et puis dans les deux cas, on a une volonté effectivement, un réflexe de moralisation qui s'exprime pendant la Seconde Guerre mondiale par la Première Guerre mondiale, une vision très très héroïsée, très idéalisée des soldats, etc. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, par le fait que c'est un régime puritain réactionnaire qui arrive au pouvoir et qui cherche donc à profiter de l'occasion pour développer ces vues en matière de sexualité qui sont évidemment complètement à rebrousse-poil des évolutions historiques antérieures. Mais en même temps, il faut bien les gérer, ces sexualités. Et donc, voilà, déjà, il faut contrôler la circulation des maladies vénériennes, les rapports des soldats, éventuellement avec les prostituées, etc. Et puis, dans le cadre de l'occupation pour la Seconde Guerre mondiale, faire face aux demandes de l'occupant. Et l'occupant, il est dans ce domaine tout aussi pragmatique et brutal que dans les autres domaines. Donc, il demande des bordels pour ses soldats. Voilà. Donc, le régime de Vichy, notamment, qui aurait aimé profiter de la période pour imposer sa vision néo-catholique, hein, donc particulièrement rétrograde de sa vision de la famille idéale et de la sexualité idéale, se retrouve d'une part confronté à une réalité qui va dans le sens inverse, puisque les chaos, les désordres du temps font que se multiplient les recours à l'avortement, les adultères, les inconduites selon le terme qu'ils ont, qui est le leur, et puis donc dans l'obligation de fournir des prostituées aux Allemands et de répondre aux demandes des Allemands. Voilà, donc les guerres sont vraiment des périodes de déstructuration complète en fait des normes sexuelles malgré les ambitions
justement d'en promouvoir des meilleurs. Alors, en fait, chacune, vous vous occupez de l'après-guerre. Donc, vous, la Première Guerre mondiale, qui débouche sur ce que les années folles, et vous titrez même les années folles de sexe. Mais avec un point d'interrogation. Oui, quand même, ouais, c'est important. Et puis même, donc, vous évoquez des années queer. Oui. Et toi, Sylvie, pour l'après-Seconde Guerre mondiale, on entre dans la guerre froide du sexe. On a quand même des suites très, très différentes. Oui. Et bon, j'aurais peut-être dû mettre un point d'interrogation à la guerre froide du sexe. Mais parce que c'est un choix aussi que j'ai fait, parce que l'historiographie est plus développée sur le versant répressif que sur le versant... mais en fait, elles sont doubles, ces années froides, parce qu'il y a effectivement toute une série de répressions dont on pourra parler, mais la répression de l'avortement qui atteint un sommet que même Vichy n'avait pas connu en 1946, c'est là où la répression de l'avortement, si on compte en termes de condamnation pénale, est la plus élevée. La répression de l'homosexualité, puisque l'article introduit par Vichy dans le Code pénal, on a dit, supprimé par la Révolution, introduit par Vichy dans le Code pénal, qui condamne les relations contre nature, c'est le terme utilisé entre individus de même sexe avec un mineur de moins de 21 ans. Cet article introduit par Vichy n'est pas supprimé à la Libération, et effectivement, dans les années, jusqu'à ce qu'il soit abrogé en 1982, on a des condamnations. Alors il y en a à peu près près de 10 000 entre 1945 et 1978, où ça commence à baisser un peu. Donc il y a la répression de l'homosexualité, il y a une censure nouvelle qui se met en place avec la loi de juillet 1949 dite de protection de la jeunesse, où on va interdire ou en tout cas fortement limiter tout ce qui est susceptible de tomber sous les yeux d'un jeune, y compris donc des ouvrages qui seraient mis en devanture de kiosques, en devanture de librairies. Et ces ouvrages-là vont donc être soit condamnés, soit interdits de publicité, soit interdits de tarifs postaux particuliers. Enfin bon, il y a vraiment un acharnement sur quantité d'ouvrages ou de périodiques, et en particulier tous ceux qui parlent de la sexualité ou de l'homosexualité. Donc voilà, tous ces travaux historiques sur ces points-là sont bien développés. Mais en même temps, dans ces années-là, vous avez le début quand même du baby-boom, vous avez le début de ces cohortes de jeunesse qui vont vraiment exploser dans les années dites 68, mais qui déjà, notamment par la mixité des établissements, qui se généralise dans les années 50 et 60. Et puis, vous avez des associations de la maternité heureuse, puis le mouvement français pour le planning familial, l'association Arcadie. Vous avez des publications, évidemment, Beauvoir, mais Kinsey, mais aussi Daniel Guérin, etc. Donc, il y a les deux aspects qui se jouent, à la fois une répression, mais finalement qui lâche de plus en plus de terrain, et des envies de liberté qui se manifestent de plus en plus. En fait, pour l'après-Première Guerre mondiale, c'est un peu le même processus, mais inversé. C'est-à-dire qu'on a l'idée, effectivement, que ce sont des années émancipatrices, avec, bien sûr, la mode garçonne, le changement de mode féminine, de style de vêtements féminins, qui n'est pas qu'imaginaire, qui est quand même une vraie révolution. Et puis effectivement l'idée que tout le monde fait la fête, qu'on s'oublie un peu dans l'alcool, dans le jazz, etc. Avec une certaine liberté de mœurs malgré tout quand même à Paris et dans les grandes villes. Tout ça n'est pas faux, et il y a de vraies poches de liberté ici et là, mais ça reste quand même des années conservatrices. Notamment du point de vue de la loi, parce que l'autre épée de Damoclès sous laquelle s'est développée la sexualité des Français, c'est la question démographique. Depuis la fin du 19e siècle, les Français font de moins en moins, enfin même la deuxième moitié du 19e siècle, les Français font de moins en moins d'enfants. Ça préoccupe beaucoup les pouvoirs publics. Donc, ça nourrit aussi le discours et la loi contre l'avortement, qui se renforce en 1920 et en 1923, selon des modalités que je ne développerai pas ici. Et puis, donc, ça a aussi nourri l'idée que
la promotion de la famille hétérosexuelle idéale, autour de l'idée que les couples français devaient faire plus d'enfants, etc. Donc, ces forces conservatrices, dans cette France qui, en 1919, élit une chambre bleu horizon, donc plutôt marquée à droite, elle joue aussi tout au long des années 20. Voilà. Donc, pour toutes les périodes, finalement, on retrouve ces dynamiques contradictoires, avec donc parfois une tendance dominante ou une imagerie dominante, on a envie de dire, mais qui en fait ne change rien au fait qu'il y a des dynamiques plus souterraines, effectivement, qui continuent à travailler dans un sens ou dans l'autre. Alors, après la guerre froide, on a la détente. La détente, c'est les années de la révolution sexuelle. Donc, dans ces années-là, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de révolution sexuelle ? Et puis, qu'est-ce qui, justement, pourrait être une dynamique contraire qui se maintiendrait de manière souterraine, comme vous venez de le dire, on a toujours ces deux dynamiques. Alors, l'auto-revendication de la révolution sexuelle, il est vraiment sur toutes les bouches dans les années 70-80. Au départ, le terme de révolution sexuelle, c'était un terme des anarchistes libertaires de la fin du 19e siècle. Donc, un tout petit milieu très étroit. Après, dans l'entre-deux-guerres, on a beaucoup parlé de réforme sexuelle. Et voilà, les années 70 mettent en avant cette idée de révolution sexuelle et tout le monde prétend être le meilleur révolutionnaire sexuel en quelque sorte. Alors, ce sont ce qu'on appelle les freudo-marxismes qui vont beaucoup mettre en avant cette terminologie avec, on traduit Wilhelm Reich, qu'on avait très peu traduit en France, on traduit Herbert Marcuse, on redonne une nouvelle jeunesse au mouvement Sexualité et politique que Reich avait fondé en Allemagne et qui va être repris par un journaliste, Gérard Ponthieu, en fondant Sexpol, une revue spécialisée sur les thématiques de politique et de sexualité. Mais on a aussi toute une série de mouvements sociaux, plus ou moins larges, très radicaux en général, qui revendiquent la révolution sexuelle pour leur propre part. Ce sont les mouvements féministes, c'est le mouvement homosexuel masculin et c'est le mouvement lesbien. Et évidemment, quand on va dans le détail des tracts, des programmes, des revendications, des journaux, il y a une presse militante qui connaît un essor considérable, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout la même vision de la révolution sexuelle. La révolution sexuelle des féministes, c'est pas la même que celle des gauchistes, qui n'est elle-même pas la même que celle des homosexuels, qui n'est pas la même non plus de celle des lesbiennes. Et en fait, voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des conflits dans ce qu'on pourrait appeler la révolution sexuelle. C'est pas du tout une unanimité. Et puis, elle n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Il y a quand même des groupes, disons, d'avant-garde ou privilégiés qui y ont plus accès que d'autres. Et notamment pour les femmes, ça marque un tournant indiscutablement, mais toutes ne vont pas avoir forcément la possibilité de s'extirper d'un claquement de doigts, d'un mariage difficile, ou de connaître enfin l'orgasme, ou de multiplier les partenaires, ou d'essayer avec une femme. Voilà, ce modèle un petit peu utopique qui devient à la mode un peu à ce moment-là, il est plus ou moins accessible. Mais pour répondre à ce que tu disais, quelles sont les logiques un peu répressives ou qui continuent à vouloir normer les choses étroitement, il y a quand même un relâchement assez net dans les années 70, presque dans tous les domaines. La censure périclite, on ouvre jusqu'en 1975, parce qu'on ouvre le cinéma pornographique qui vont faire florès. Il y a les sex shops qui inondent un peu. Alors, évidemment, devant ce qui peut être jugé par beaucoup de préfets ou d'hommes politiques des excès, il va y avoir des nouvelles régulations qui se mettent en place. Et c'est par exemple le film X que met en place Valéry Giscard d'Estaing en 1975 pour confiner le cinéma pornographique dans des cinémas... puis ça va être très vite contourné par les VHS et la vidéo. Mais il y a quand même globalement un relâchement des réglementations, des normes, des répressions dans les années 70. Et c'est malheureusement le retour moral des années 90, 80-90 Oui, mais qui sur le long terme va aussi nourrir un ressentiment politique, parce que il y a tout un discours de droite conservateur
qui se forme à bas bruit à ce moment-là parce qu'il est minoritaire, mais qui va gonfler effectivement après dans les années 80, dans les années 90, autour de l'idée d'une décadence en fait, d'une décadence nourrie ou initiée par mai 68, d'une dégénérescence de la société et qui va faire retour récemment, au moment du mariage pour tous, etc. Et on voit que ça certes, c'est devenu minoritaire, mais ça s'est enquisté, ça s'est durci, c'est toujours là, et dans certains contextes, ça réexplose en fait. Donc ça n'a pas disparu, ça n'a pas été, guillotiné définitivement, ces réflexes-là. Ça n'a pas été balayé par la révolution sexuelle. Bon, toutes ces questions-là, elles sont évoquées notamment dans les 3 derniers chapitres du livre, mais peut-être moi pas trop développé parce que on les a lus quand même. Oui, ça je me doute, mais c'était pour laisser un petit peu de temps pour les questions si vous le souhaitez. Mais après, si vous voulez dire un mot notamment parce que là, ça reprend un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a le moment homosexuel par exemple, et puis en même temps il y a les dynamiques néolibérales qui peuvent en fait peut-être entrer en contradiction avec ces éléments-là. Alors, les dynamiques néolibérales, elles s'accommodent très bien de la révolution sexuelle parce que ça rapporte beaucoup d'argent, donc ça leur pose aucun problème. C'est plutôt les dynamiques vraiment réactionnaires en fait. Ouais. Et qui aujourd'hui se sont réveillées de manière évidente. Mais c'est vrai qu'en même temps qu'il y a toute cette libéralisation et tous ces mouvements sociaux qui réclament des libertés nouvelles, il y a, par exemple, le mouvement de Le Jeune qui apparaît exactement en même temps que le mouvement de libération des femmes, de laisser les vivre. Et ce mouvement va devenir de plus en plus efficace dans ses pratiques, notamment pour aller faire des sit-ins devant les cliniques ou les hôpitaux qui pratiquent des avortements. Donc on a les deux choses en parallèle, mais au départ, ce mouvement apparaît comme étant le chant du cygne, en quelque sorte, un des derniers mouvements réactionnaires. Puis en réalité, non. Ça va grossir, ça va attirer de plus en plus de monde, et effectivement, selon les contextes, ils vont pouvoir, on le voit bien aux États-Unis, selon les contextes, ils vont... Alors, il y a quand même un certain nombre de députés de droite, j'ai pas leur nom et j'ai pas les chiffres en tête, mais qui en 82 ne votent pas la loi de suppression de dépénalisation entre guillemets de l'homosexualité, qui en 99 ne votent pas le Pax. Donc voilà, et puis ça devient aussi un élément de crispation et de cristallisation politique. C'est-à-dire que ça fait partie désormais du package du programmatique, en quelque sorte, que de dénoncer les excès de la gauche dans ce domaine, et aujourd'hui qui participe de l'anti-wokisme, en fait. C'est toute cette filiation, en fait, cette filiation-là. Après, avec toujours une contradiction, puisque en réalité, c'est aussi utiliser l'existence d'une liberté sexuelle, des mœurs, etc., pour en fait critiquer des populations qui n'auraient pas les mêmes droits, qui ne les reconnaîtraient pas de la même manière, ce qu'on va retrouver par exemple dans une forme de féminisme anti-islam, Némésis, par exemple, identitaire. Oui, alors là, c'est aussi qu'aujourd'hui on arrive justement à des sommets de contradiction, en fait, c'est-à-dire que des valeurs ou des combats qui étaient à l'origine progressistes ont infusé dans le corps social et sont devenus effectivement le féminisme aujourd'hui. L'idée que les hommes et les femmes sont égaux et doivent avoir les mêmes droits, c'est devenu tellement central que il faudrait pour le coup être vraiment plus personne ne songe à contester ça, mais ça fait l'objet de réinterprétations qui peuvent effectivement atteindre récupération politique, en disant qu'effectivement les immigrés, du moins quand ils viennent d'une certaine zone, ne peuvent pas accéder à cette égalité de genre que l'Occident connaît. Oui, ça c'est. Oui, ce sont les mutations de l'histoire, en fait.
Donc une histoire des sexualités qui est très contemporaine. Oui, et puis on voit bien finalement que ça touche à tous les domaines. C'est pas une histoire à part, quelque chose d'un petit peu dont on pourrait se passer. En fait, tous les partis politiques ou toutes les positions ou toutes les idéologies ont quelque chose à dire sur la sexualité, disent quelque chose sur la sexualité. Donc c'est pour ça que à travers ce terme, on balaye très large. Disent ou légifèrent. Il y a quand même des enjeux de... Bien sûr. Juste une dernière petite chose, parce que je trouvais que c'était intéressant de le voir de manière transversale. Il y a aussi évidemment une histoire des violences sexuelles dans cet ouvrage qui est... Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, bon, ça traverse quand même... Oui. Parce que c'est un petit peu ce que je disais, qu'on n'avait pas forcément eu le temps d'harmoniser, c'est-à-dire de mettre l'accent sur les mêmes choses, parce qu'on a saisi nos chapitres et nos périodes en fonction, de nos connaissances, mais aussi de l'historiographie. Et puis finalement, il n'y a pas forcément une continuité. Par exemple, la censure, j'en parle dans la guerre froide, parce qu'il y a cette nouvelle loi qui apparaît, mais ça mériterait d'être un fil rouge tout du long. Or, ça l'a pas forcément été tout du long. Et par contre, là, les violences, effectivement, ça apparaît tout du long, notamment parce qu'il y a tout le moment du 19e siècle où le divorce est interdit, c'est-à-dire entre 1818 et 1884, où il n'y a plus que les séparations de corps, et les violences sont un motif de séparation de corps. Donc ce sont des archives qui nous permettent de rentrer... bien sûr, les guerres sont créatrices de violences aussi. Et moi, j'en parle parce que dans les années 70, les féministes mettent en place toute une série d'actions, notamment des téléphones gratuits, pour documenter cette violence qui n'est pas prise en compte par les politiques publiques, qui les jugent négligeables et qui en réalité sont énormes. On le découvre à nouveau avec MeToo, comme une sorte de rebond des années 70. Donc oui, ça c'est un fil rouge qui est permanent. Oui, alors effectivement, dans l'entre-deux-guerres, c'est pas. Après, c'est aussi des enjeux historiographiques parce qu'on dépend de. On a construit notre récit à partir des recherches existantes. Donc, mais dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Même si c'est encore à bas bruit, on commence à parler de manière plus explicite de la pédophilie, comme l'a bien montré Anne-Claude Ambroise Rendu. Et c'est à partir de ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, qu'on utilise même le terme de manière plus usuelle. Et puis on commence aussi à parler de l'inceste à partir de... Enfin, on en parle déjà au 19e siècle, mais il y a des événements spécifiques, notamment par exemple le procès de Violette Nozière, qui a été étudié par Anne-Emmanuelle de Martigny. Et ça crée quand même tout un débat et toute une prise de conscience sur la possibilité d'une banalité relative de l'inceste, qui est d'ailleurs évidemment très mal acceptée par. Mais malgré tout, ça circule. Et Anne-Marie Sonne, donc qui a travaillé sur ces archives judiciaires. Alors elle, effectivement, là, elle est en première loge pour les violences sexuelles de la fin du 19e jusqu'à la fin des années 30. Bon, on va peut-être laisser vous laisser la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Merci. Bonjour et puis merci pour la présentation. J'avais une petite question. Vous avez parlé plusieurs fois de foyers un peu plus, avec un peu plus de liberté dans les siècles passés. Mais en précisant bien que c'est des foyers qui existaient plutôt dans les villes. Et est-ce que vous avez des sources qui permettent aussi de confronter les différences qu'il peut y avoir entre les villes et les campagnes ? C'est vrai que les campagnes, de ce point de vue-là, sont relativement peu documentées, du moins pour le tournant de l'urbanisation. C'est assez tardif en France, c'est-à-dire quand la population urbaine devient majoritaire, c'est dans les années 1950. Mais auparavant, la grande majorité de la population était rurale et tout ce qu'on a dit sur les archives judiciaires notamment parle énormément de la population rurale. Oui. Anne-Marie Sonne, elle a dépouillé tous les départements de France. Donc, elle a fait une sélection. Ah bon ? Ça faisait 110 départements. Oui. Mais enfin, elle en a dépouillé beaucoup. Oui. Et elle traite aussi bien des milieux urbains que des milieux ruraux. Mais il faut raisonner à la fois en termes d'opposition ville-campagne, mais aussi de classe sociale et de type de société, parce que les anthropologues qui pour le coup ont beaucoup travaillé sur les campagnes et sur les rites, notamment autour du
du mariage, autour des fiançailles, etc., ont bien montré que même au XIXe siècle, et même dans des sociétés encore très corsetées et très dominées par les valeurs religieuses, etc., il pouvait y avoir des pratiques sociales assez libres. C'est le fameux maraîchinage. J'avais étudié Flandrin, oui. Voilà, et on sait par exemple que dans les campagnes, donc au XVIIIe ou au XIXe, les jeunes gens qui étaient destinés à se marier, il y avait une certaine tolérance sur leurs pratiques. Souvent, ils avaient des rapports sexuels avant le mariage, même si ça n'était pas théoriquement autorisé par l'Église, mais ça se faisait. Et c'était toléré par la communauté rurale du moment que ça restait relativement encadré, et puis que c'était effectivement dans un objectif de mariage. Donc, faut pas imaginer des mœurs urbaines très relâchées et des mœurs rurales très très surveillées ou très archaïques. Je pense que le groupe social dont la sexualité a été la plus surveillée et la moins libre, ce sont les jeunes filles de la bourgeoisie. Parce qu'elles, vraiment, elles étaient étroitement contrôlées par leurs parents, par les prêtres, par les institutions scolaires, et elles étaient destinées au mariage, et elles étaient destinées à des mariages dans lesquels il y avait des intérêts financiers, matériels, économiques, voire dynastiques pour la très haute bourgeoisie ou l'aristocratie. Et donc, elles avaient vraiment pas le droit de fauter et de faire n'importe quoi, et surtout pas d'avoir des enfants illégitimes non plus. Voilà. Mais dans les milieux ouvriers, faut pas oublier aussi que, donc au XIXe siècle, l'urbanisation s'accélère. Il y a un exode rural donc qui s'accélère aussi. Et les ouvriers, ils vivent dans des conditions quand même très difficiles, et de travail et de logement. Mais ça implique aussi des formes de désordre sexuel, en fait, dans des logements où on est entassés les uns sur les autres. Et c'est un grand thème des moralisateurs bourgeois, alors, cette fameuse promiscuité ouvrière. Alors on peut l'entendre en mauvaise part, effectivement, de par le regard négatif développé à la fois par les médecins, par les enquêteurs sociaux, par la bourgeoisie en général, qui n'y voit que du désordre, du chaos, des gens qui font n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça a aussi nourri des formes de mise à distance du mariage bourgeois et de la sexualité bourgeoise, qui a notamment irrigué le courant libertaire et néo-malthusien, qui, à la fin du XIXe siècle, est un des plus avancés en termes de réflexion sur la sexualité et de ce que doit être une bonne sexualité, et qui prône à la fois l'union libre, mais aussi l'égalité sexuelle entre hommes et femmes, ce qui est quand même pour l'époque très... Et pour certains d'entre eux, notamment chez les libertaires, l'égalité, hétérosexualité, homosexualité. Oui. C'est vrai qu'on a, dans ce petit segment politique très minoritaire quand même, on a les ferments un petit peu de ce qui apparaîtra beaucoup plus massif dans les années 70. La liberté sexuelle, elle s'invente aussi dans certains milieux populaires, en fait. C'est pas que des élites, pas que des artistes un peu bohèmes ou des grands bourgeois décadents qui certes peuvent être libres, mais aussi très pervers avec les femmes ou avec les prostituées qui masculins ou féminins qu'ils fréquentent. Voilà. Il semblerait que, vu de l'étranger, la France est souvent une image un peu grivoise et de liberté de mœurs. Est-ce que vous pensez que ça correspond à la réalité, ou c'est un fantasme qu'on s'est construit nous-mêmes, que les étrangers nous voient ? Alors ça, c'est une question intéressante que à titre personnel, j'ai aussi travaillé à travers donc ce fameux livre sur la Parisienne, le mythe de la Parisienne, qui a beaucoup nourri ça. Alors il faut quand même savoir que pendant les 2 guerres mondiales, les armées donc à la fois américaines donc qui sont intervenues, mais aussi les armées allemandes qui ont attaqué la France, faisaient l'objet de séances de brainstorming en quelque sorte sur oh là là, attention, ces Français ils ont vraiment des mœurs dépravées. Déjà pour le contrôle aussi des maladies vénériennes, etc. Les soldats américains et allemands ont été équipés par leur hiérarchie de matériel, enfin de préservatifs, mais aussi de médicaments destinés à les protéger. Donc on voit bien comment justement ces effets de réputation ont quand même des conséquences très 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 réelles et très concrètes sur les mises en contact des étrangers avec les Français. Et puis ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que malgré tout, en France, notamment au 19e,
il y a une liberté de mœurs, mais je dirais peut-être aussi surtout une liberté de ton, notamment justement dans la culture qu'il n'y a pas ailleurs, et qui nourrit cette réputation qui est peut-être en partie exagérée, mais qu'on peut étayer malgré tout par un certain nombre d'éléments. Oui, mais je pense que cette réputation, elle vient essentiellement des Lumières et surtout de la Révolution française, où il y a eu une déchristianisation précoce quand même en France, et donc un éloignement des normes religieuses assez important. Et puis ça vient aussi de la prostitution. La France a quand même mis en place ce système de la réglementation de la prostitution, modèle qu'elle a d'ailleurs exporté en Italie, en Angleterre et ailleurs. Et donc, ça soutient cette idée d'un certain libertinage toléré, et même toléré par l'État, parce que la réglementation de la prostitution, c'est l'État qui met, enfin les préfectures et donc l'État qui met ça en place. Ça veut dire qu'on reconnaît légitime cette sexualité récréative pour les hommes, et pour les hommes qui peuvent aller dans ce genre. Donc, voilà. Mais en même temps, évidemment, la sexualité, elle ne se découpe pas par nation. On ne peut pas dire qu'il y a une sexualité française ou allemande ou britannique. Donc, voilà, c'est plus effectivement des mythologies qui s'appuient sur des spécificités nationales. Oui, mais en fait, dès le 19e et même avant, se développent des formes de tourisme sexuel. Et la France en est partie prenante parce qu'elle est perçue précisément comme une terre de liberté relative. Par ailleurs, elle forme quand même au XIXe siècle une terre presque d'exil pour certains homosexuels, notamment britanniques. Le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr Oscar Wilde, après ses 2 années de prison, mais il y a un certain nombre d'homosexuels britanniques qui, par peur d'avoir... Et Magnus Hirschfeld, qui finit sa vie en France aussi. Oui, au moment du nazisme aussi, bien sûr. Donc c'est pas complètement imaginaire malgré tout. Non, ça s'appuie, notamment la dépénalisation de l'homosexualité. C'est quand même la France le premier pays à l'avoir fait. Donc ça s'appuie sur des éléments, mais... Comment ? Alors, au monde, je me lancerai peut-être pas là-dedans parce que le monde entier n'a pas pénalisé l'homosexualité. Oui, c'est difficile. Mais de l'Europe, oui, de l'Europe. C'est difficile de comparer avec des pays non occidentaux pour lesquels les relations entre personnes du même sexe ne relèvent même pas à proprement parler de la catégorie occidentale et récente d'homosexualité. Donc, Alors, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette discussion passionnante. Et merci à toutes et tous. Bonne soirée. Le livre Histoire des sexualités en France, 19e, 21e siècle est publié aux éditions Armand Collin. Vous venez d'entendre une rencontre avec Emmanuel Retailleau et Sylvie Chaperon, autrice de l'ouvrage avec Christelle Tarot et Catherine Deschamps. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre. Jednou viděla, věřím,